J'ai commencé un premier cycle en études d'ingénieur, donc en l'an 2000. Donc j'ai fait 4 ans à Lyon, je suis de Lyon. Et ensuite, j'ai fait une spécialisation de 3 ans à l'école d'Artefix à Montpellier. En quoi? En Artefix, parce que c'est un petit peu ce que je vais vous montrer, Oui. il y a plusieurs domaines. Je me suis spécialisé dans tout ce qui est lighting, donc tout ce qui est lumière. Très bien. Donc ça c'est... Et le départ à Londres, comment ça s'est fait alors? Alors ensuite, quand j'ai quitté Artefix en 2007, je suis parti à Paris, travailler pendant 3 ans. Et j'ai travaillé sur différentes productions et surtout Moi Moche et Méchant numéro 1. Donc c'est à l'époque, on ne connaissait pas l'explosion qu'a eu Moi Moche et Méchant, mais à l'époque c'était un tout nouveau film feature animation à Paris. Et ensuite j'ai eu l'opportunité, suite à ça, de monter à Londres à The Moving Picture Company pour travailler sur le premier show qui s'appelait Narnia 3. C'est intéressant de savoir, sur Moi Moche et Méchant, c'était comment l'ambiance, savoir si personne ne savait que ça allait avoir un succès interplanétaire presque. Alors c'est très intéressant quand vous commencez dans des gros studios à Paris, sur des shows comme celui-là où personne ne connaît vraiment. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de l'entreprise entre le début de la production et la fin de la production. Parce qu'on ne sait pas vraiment où est-ce que ça va amener. Et ensuite, c'est comment on arrive à structurer tout ça. Donc c'est une expérience très enrichissante à McGuffline. Alors tu as ramené des images qu'on va découvrir. Alors c'est un show qui a été monté qui s'appelle Will. Oui, absolument. Alors c'est quoi l'histoire? Donc à double négative, vous avez 3 branches. Vous avez la section film, la section TV et la section feature animation, donc tout ce qui est full 3D, comme Moi Moche et Méchant. Donc nous avons travaillé pendant 8 mois sur un film, sur une série, Will, qui en fait raconte l'histoire de William Shakespeare. Exactement. Donc c'était pour la TNT. On a passé 8 mois, une 50aine de personnes. Donc l'idée de Will, si vous voulez, c'était de raconter l'évolution de William Shakespeare à Londres dans les années 1600 et toute la progression avant qu'il soit connu jusqu'à l'explosion où vraiment il soit connu comme William Shakespeare. Donc l'axe de la présentation, si vous voulez, c'est de vous montrer des effets spéciaux qui sont invisibles. Parce que évidemment, si on vous montre des énormes explosions et la moitié de New York qui se détruit, on se doute bien que ça n'a pas été tourné. Par contre, il y a énormément d'effets invisibles. On ne voit pas les effets, on ne voit pas le travail qui est derrière. Donc si je prends un exemple comme une image comme celle-là, si vous voulez, donc ça c'est Shoreditch, donc là où William Shakespeare un petit peu a démarré sa carrière, on ne voit pas exactement qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire que pour un œil qui n'est pas entraîné, on ne peut pas se douter la quantité de travail qu'il y a derrière une image qui est comme celle-là. Évidemment, si la moitié de la ville, une fois de plus, explose, on se doute bien qu'il y a de la 3D. Si on voit cette image-là, donc je vais vous montrer un petit peu. Ça, c'était le plan final. D'accord? Donc c'est ça, c'est le plan qui a été projeté. C'est le plan diffusé, hein. qui a été le plan final après compositing. Donc après plusieurs semaines de travail, une fois qu'on a passé toutes les étapes en revue, donc de layout, de 3D, de lighting et de compositing, c'est le plan final. Oui? On réexplique, compositing, pour Alors, ceux qui ne connaissent pas. Pardon, oui. Alors le compositing, c'est l'étape à la fin de la 3D, quand vous avez modélisé toutes les maisons, tous les petits personnages, tous les décors, tous les assets dont vous avez besoin pour créer le film ou la série en question. Vous les positionnez, vous mettez de la texture, et ensuite vous les rendez. Et une fois que cette étape est finie, vous avez une étape en 2D qui est censée finaliser l'image. Donc vous avez une étape où vous êtes dans un Photoshop animé et vous allez pousser l'image au plus près du réalisme. Alors qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Alors, maintenant, c'est le breakdown. Donc c'est-à-dire les étapes, une par une. Alors évidemment, c'est le mauvais slider. Ah non, c'est celui-là. Donc là, on voit toutes les étapes qui ont été faites sur un plan comme celui-là. Donc évidemment, ça va vite. Évidemment, on a passé beaucoup de temps. Et surtout, ce qui est très intéressant,
c'est qu'on voit un petit peu toutes les étapes pour faire un plan VFX. Donc vous avez à la fois du matte painting. Donc ça, c'est la recomposition de l'image. Exactement. C'est-à-dire que c'est toute la décomposition et la composition animée par layer, par calque, en profondeur, afin de recréer un plan VFX comme celui-là. Donc je vous le remets une dernière fois. Donc plan final, le matte painting, tout ce qui est environnement 3D, tout ce qui est layout, on vient positionner les maisons, on vient mettre la couleur, mettre les textures, mettre du lighting, et ensuite on vient compositer l'image dans un logiciel de compositing. Très bien. Combien de temps ça a été ce travail réalisé? Alors, un plan comme celui-là, je dirais, c'est au moins 3 semaines de travail, bout à bout, pour un plan comme celui-là. C'est-à-dire que pour Shoreditch, là on est dans un cas très spécifique, on a besoin de faire Shoreditch. Donc on a besoin de reconstituer en 3D la ville. Donc on vient mettre les maisons au bon endroit et faire les rues comme elles doivent être par rapport à des plans de l'époque. Parce qu'évidemment on n'a pas de photos, on avait besoin d'avoir des plans ou des croquis ou des concepts de gens qui ont dessiné tout ça. Et on s'est basé sur ce type de dessin pour reconstituer Shoreditch comme à l'époque. D'accord. Un deuxième plan, celui-là. Donc, à l'intérieur, il y a évidemment des cathédrales, énormément de cathédrales, des basiliques et compagnie. Et là, on était sur le set. Donc, ça, c'est le plan final, et voici le set. Donc, même combat, nous avons besoin de découper en profondeur les différents calques afin de reconstituer ce qui va être derrière les personnages, derrière la table. Donc, quand on arrive sur le tournage, ce qui est très difficile, c'est de visualiser le plan final. Parce que le directeur ou le réalisateur a une vision plus ou moins précise de ce qu'ils veulent, mais on est toujours dans une espèce de vision d'esprit. On a des dessins, on a des concepts, on a des gens qui préparent le travail en amont et qui nous disent, bon ben voilà, sur le set, quand vous êtes sur le set ici, on va avoir des fenêtres. Et on va voir Notre-Dame, ou pardon, pas Notre-Dame, c'est à Londres, on va voir une cathédrale ou une basilique à l'arrière. Donc on essaie de visualiser les besoins en amont sur le décor, sur le set, afin de préparer la post-production. Alors quand toi tu travailles sur ça, est-ce qu'il te donne quelque chose, un storyboard, une image? Ça part d'où? Alors absolument, avant de partir en tournage, vous avez le storyboard. Donc vous lisez le storyboard et tous les épisodes, afin d'être sûr de savoir de quoi on va parler, et d'être sûr d'avoir la meilleure vision du film, ou du directeur, afin d'être sûr de répondre à leurs demandes. Parce qu'évidemment, nous, on est là en support, en appui, on fait la post-production, mais évidemment, le réalisateur ou le directeur a une vision précise de ce qu'il veut. Et l'idée, c'est d'arriver à faire le pont entre ce qu'il veut et ce qu'on va délivrer à la fin. Parce qu'évidemment, il y a toujours un grand écart, des fois, entre ce qui est prévu et la fin. Ça arrive, oui. Ça arrive. On continue? On continue. Non, ça c'est le même. Matte painting. Alors le matte painting, j'essaie de parcourir quelques départements majeurs. Alors évidemment, tous les départements sont très importants. J'ai essayé d'en sélectionner un minimum afin de vous présenter le maximum de choses par rapport à ces départements. Donc matte painting environnement. Donc comme on a vu, sur un plan comme celui-là, donc ça c'est la plate, donc c'est ce qui est tourné sur le décor, dans un studio. Et là, on en revient encore à, nous sommes dans une église. L'idée, c'est de pouvoir, une fois de plus, faire coïncider le décor, la lumière qui est tournée, avec un élément à l'arrière. Donc, une fois de plus, basé sur le scénario, basé sur des concepts, basé sur pas mal de dessins et d'informations en amont, en pré-production, on a besoin de visualiser un maximum ce qu'on va faire derrière en post-production. Parce que derrière, on a besoin de briefer des équipes. Donc voici le plan final avec le DMP, donc Digital Matte Painting. Donc c'est un mix entre de la 3D et du matte painting et de la projection.
une des raisons pour laquelle on est parti sur du DMP, ou tout ce qui est un petit peu projection et matte painting avec de la mix de 3D, c'est que nous avons des besoins de parallaxe. Nous avons besoin d'avoir des mouvements dans l'image. Et la raison pour laquelle on fait de la 3D, c'est justement pour avoir de la parallaxe et être capable de bouger en 3D dans l'environnement. FX. Alors les FX, en général, c'est tout ce qui est explosion, fumée, océan. C'est vraiment très très spécifique. Dans William Shakespeare, nous avons un besoin de créer un bateau qui est au milieu de l'océan. Donc voici le tournage où nous avions comme brief, évidemment, de rajouter des voiles. Évidemment, nous devions gommer tout ce qui est à l'arrière, maison et compagnie, et de mettre ça au milieu de l'océan, d'enlever le fond vert, et bien sûr, de remplacer le ciel. Donc là, il y a quand même il y a un gros travail, là. Il y a un coup du fond vert, un coup un vrai décor. Oui. Et en fait, il faut tout effacer. Et là où c'est très marrant, c'est qu'il faut faire toutes les petites cordes. Et là, En plus des voiles. ah, absolument, En plus de... il faut en plus du reste. Bon, Absolument. Donc ça veut dire qu'un plan comme celui-là, quand on va le recevoir, on va tout de suite identifier, si vous voulez, les problèmes. Parce que quand on se dit toutes les petites cordes, les petites échelles, les mâts, les personnages qui bougent, il n'y a pas de fond vert. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de fond vert, parce que si c'est un fond vert... Il n'y a que on dans cette partie-là. Exactement. Donc c'est-à-dire que le fond vert n'a pas été prévu, n'a pas été suffisant, pour des raisons X ou Y, au tournage pour couvrir la totalité du plan. Donc ça veut dire que nous avons besoin de faire un petit peu plus de travail que ce qui a été prévu. Alors un plan comme ça, combien ça va être de temps de travail du coup? Alors sur un plan comme ça, on a passé 6 semaines. 6 semaines du moment où on a démarré. À combien de personnes? Alors nous étions 1 ou 2 par département, sachant qu'un plan comme celui-là, c'est principalement du FX, principalement de la dynamique de voile, et de l'océan, et un peu de ciel. Alors quand je dis un peu de ciel, hein, c'est pas péjoratif. Hein. C'est le moins problématique dans un plan comme celui-là. Alors voici le plan final. Alors là, évidemment, c'est un plan qui est un petit peu sombre. Donc avec la lumière de la pièce, il n'est pas vraiment mis en valeur. Mais un plan comme celui-là, là, il faut être malin. Parce que est-ce que c'est plus simple de faire de la rotoscopie, de faire des masques, des petites cordes, ou est-ce que c'est plus malin de refaire des cordes en 3D? Parce que peut-être que d'enlever les cordes complètement et de les refaire en 3D, on passera peut-être moins de temps que tout rotoscoper et de faire des masques corde par corde. Le travail n'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas les mêmes départements. Du coup, c'est pas la même planification. Sachant que là, il y a un énorme travail de lumière. Oups. Attends. Oui, entre le bateau où on a vu que sur le tournage, on est quand même assez clair. Oui, même sur les reflets. Hein. On est sur On les fait reflets. attention. Le bateau est très clair. On a un éclairage qui est assez clair. Mais évidemment, le jour du tournage, pas de peau. Il faisait beau. Ce qui est rare à Londres. Mais ça arrive. Donc là, pas de peau. Oui, il y a du soleil. Oui, ça arrive. Hein. Il y a du soleil à Londres. Donc là, bien sûr, en prévoyant un plan comme celui-là, on s'est dit de toute façon, ça va être couvert. C'était à Cardiff. On a quand même de grosses chances pour que ça soit gris. Donc du coup, pas de problème d'ombre, pas de problème de soleil, pas de problème d'ombre dure. Ok, ça c'était pour les FX. Les FX. Ensuite, alors voilà le breakdown. Donc je ne peux pas faire pause malheureusement, mais vous voyez à gauche les étapes une par une du bateau. Donc la première étape, on fait du match move, on reconstitue la caméra afin que la caméra soit la même que sur le tournage, afin de pouvoir positionner les mâts qui soient au même endroit pour positionner chaque voile. Parce que si nous ne reconstituons pas les mâts, les voiles vont glisser. Donc il faut être sûr que chaque voile, chaque mât et que la coque du bateau soit au même endroit. Et une fois qu'on a fait cette étape-là, on va pouvoir construire par-dessus et ensuite pouvoir voir qu'est-ce qu'on va pouvoir tricher, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Donc vous voyez l'océan. Donc il y a quand même eu au moins 20 versions d'océan avant de trouver le bon océan. Parce que vous avez des problèmes d'échelle, vous avez des problèmes de simulation, vous avez des problèmes de cache,
avez des problèmes techniques derrière. Donc évidemment, ça prend énormément d'itérations afin de trouver le bon équilibre entre les différents couches VFX. Alors, voilà un autre plan du bateau. Alors le bateau, ça a été vraiment un gros problème. C'est une des raisons pour laquelle je voudrais vous présenter ça. Donc là, une fois de plus, nous sommes dans un cas où alors là, le soleil est vraiment de côté. Et évidemment, nous voulions un bateau plutôt avec un soleil couvert. Et vraiment, on voulait faire un truc, on remplace les voiles, on reprend le même setup, le même environnement 3D et le réappliquer sur ce plan-là. Donc on voit la grue à gauche et on voit le même environnement sur le tournage, qui était en fait le plan juste après. Et évidemment, ce qui se passe souvent entre la pré-production et la post-production, c'est que des fois il y a des grands écarts. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que ça c'est le plan final. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ce qui était prévu. Mais alors du coup, ça a été refait complètement? Complètement. Vous avez abandonné l'image tournée? On s'est appuyé sur le tournage afin d'avoir l'échelle, mais on a réinventé le plan de zéro afin de rendre le plan plus intéressant et surtout, à cause de l'éclairage du tournage le jour même, ce n'était pas possible de faire la même chose. Donc on a été obligé de dire voilà, on va partir sur un truc qui est diamétralement opposé. Un plan sans accroc. Alors c'est exactement ce que j'essaie de raconter, c'est-à-dire que voici encore un cas où nous sommes à Shoreditch toujours, nous avions un plan à 60 images secondes pour les problèmes de motion blur, où la caméra part d'un angle de maison et vient remonter et doucement tourner sur elle-même. Donc l'idée de ce plan était uniquement sur papier de pouvoir étendre les toits de chaque maison. C'est tout. Ça, c'était le plan. Donc un plan simple, un plan sans motion blur, sans complications techniques. Donc on reprend ça et vous voyez que les toits de chaque maison ne sont pas finis. Problème de hauteur, de sécurité sur le set. Parce qu'on ne peut pas monter à des hauteurs délirantes parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Donc il y a une hauteur maximale où on peut construire des décors. Donc ça, c'était le plan original. Et finalement, voici le plan final. Donc, on a renversé la plate, on a étendu le décor, parce que le réalisateur trouvait qu'on n'en voyait pas assez, et que le plan n'était pas assez intéressant. Donc évidemment, si vous remontez la caméra, vous affichez des choses qui n'existent pas, parce que vous avez un tournage. Donc si la caméra est plus haute, ça n'existe pas. Donc un plan qui devait être simple sur le papier est devenu un énorme plan 3D. Donc là, on voit l'image dans le sens inverse. Dans le sens et inverse. Tout ça est rajouté. Et tout ça est refait sur ordinateur en 3D. Combien de temps aussi, un plan comme ça? Alors, à la base, ça devait être une petite semaine, parce qu'on devait juste refaire les toits. Oui. Juste rajouter des toits qui n'existaient pas. Mais là, vous avez doublé l'image. Au Triplé. bas mot, je dirais c'était plutôt un mois de travail. Ok. Donc voici le breakdown de la 3D avec les différents layers. Donc on voit chaque maison positionnée dans l'espace en 3D. Et ensuite, on rajoute couche par couche la couleur, la lumière, et ensuite le compositing avec tout ce qui est petite fumée. Donc, une fois de plus, ça revient exactement sur le premier plan qu'on a vu au début de la présentation, c'est-à-dire que vous avez un décor qui a été créé dans son intégralité. Donc il y a juste à repositionner la caméra parce que c'est le même décor, c'est le même endroit où l'action se passe. Donc il y avait juste à faire un petit peu plus de travail et de rajouter par rapport au plan à des besoins très spécifiques. Voici un autre plan. Alors là, nous sommes dans un cas où nous travaillons que en compositing. Le plan original, c'est le plan à gauche, où le directeur voulait que le loup soit méchant. Donc sur le set, bien sûr, il y a des gens qui dressent les animaux. Donc quand vous travaillez avec les animaux, c'est comme avec des enfants, c'est très compliqué. Donc le plan qui est à gauche, c'est le plan qui a été tourné, qui a été retenu par le réalisateur et qui était très content de la lumière, du cadrage et compagnie. Le problème, c'est que quand vous regardez l'image à gauche,
quand vous regardez l'image à gauche, il fait pas peur. Et ça, Non, c'était un c'est gros problème. Il a un regard plutôt sympa, moi, je dirais. Oui, Presque. il est plutôt sympa, exactement. On dirait, oui. Et du coup, nous avons fait un travail uniquement 2D, uniquement de compositing, afin de rajouter juste des dents et de faire de la distorsion d'image pour un petit peu renforcer le côté méchant. On n'a pas refait le loup en 3D, on a juste modifié l'image comme un Photoshop pour le rendre méchant. Là, c'est moins d'heures de travail. Un petit peu moins. Et combien de temps à peu près? Oh, je dirais c'est une petite semaine de travail. D'accord. C'est une petite semaine. Parce qu'il faut quand même rajouter les dents. Parce que les dents, Et il faut créer le mouvement surtout. Il faut créer le mouvement, il faut être sûr que le mouvement soit naturel. Parce que c'est pas juste le côté technique, il faut juste faire le côté méchant. Il faut que dans l'action, on sente qu'il passe d'un état à un autre. Parce qu'évidemment, on sent qu'il a plus peur qu'autre chose à gauche. Parce qu'évidemment, il faut quand même bien se rendre compte que quand vous êtes avec des animaux, quand vous êtes sur tournage, il y a à peu près entre 60 et 80 personnes autour. Donc évidemment, vous êtes dans des conditions très spécifiques. Voici un autre plan. Alors ça, c'est un plan qui nous a pris énormément de temps à cause de pas mal de problèmes techniques. Ce plan-là, l'idée, c'était de sortir d'un top floor, donc en hauteur, et ensuite de descendre dans la ville. Donc un plan comme celui-là, ça a été énormément de travail. Première chose, on reconstruit l'intégralité de la ville. Oula. Donc ça a pris un petit peu de temps. Donc Ah là, oui. on repart toujours sur le layout, donc la position de chaque maison. Donc il faut bien se rendre compte que pour positionner les maisons dans un décor 3D, il faut que chaque maison soit modélisée, une par une. Et ensuite que chaque maison soit texturée, positionnée, être sûr que ça corresponde au sentiment que le directeur veut transcrire. Et ensuite, on remet la lumière et on fait le rendu. Donc c'est très intéressant de voir tout ça parce que ça vous permet un petit peu de voir ce qui se passe derrière le décor en 3D sur un plan VFX. L'intérêt, c'est de comprendre que quand vous êtes créatif ou quand vous êtes des ingénieurs, il y a énormément d'étapes qui sont nécessaires afin de créer un plan comme celui-là. Il faut être à la fois créatif, il faut avoir l'œil, il faut à la fois être technique, il faut avoir quand même pas mal de cordes à son arc afin de créer en fait l'intégralité d'un plan VFX. Alors, imagine qu'une fois il y a ce plan qui est créé où il y a toute la ville, il est utilisé de différentes formes après jusqu'à la fin des épisodes, etc. Absolument, absolument. On essaie d'utiliser ce qu'on appelle des master scenes, donc des plans maîtres, qui nous permet en fait de l'idée de mener les autres plans par rapport à ce plan qui a été créé. Parce que évidemment, si je prends le plan suivant, mais que la caméra est dans la ville, on garde le même setup, le même layout de maison. Mais évidemment, avant de trouver le premier layout, la première disposition, ça prend un petit peu de temps. Alors pour finir, c'était vraiment l'idée de vous présenter différentes étapes. Donc plus vous en connaissez et plus vous êtes capable de créer en fait une image 3D. Créer une image 3D, c'est assez compliqué. Ça demande beaucoup de compétences qui s'apprennent dans différentes écoles. Pour moi, ce qui est intéressant derrière, c'est que vous ayez une certaine réflexion par rapport à la création d'images numériques. Parce que c'est pas à la fois juste créatif, c'est pas à la fois juste technique. Il va falloir avoir un petit peu plus de cordes à son arc. Donc, pour être sûr que la prochaine fois que vous regardez un plan VFX ou un film VFX ou une série télé, pour être sûr que toute la magie qui a été créée derrière ne soit pas un petit peu, biaisée, que vous n'ayez pas un autre regard par rapport aux images VFX, je vous demanderai de regarder juste le stylo. Et maintenant, vous avez tout oublié. Merci beaucoup.
Merci Charles. Chaud, hein? Alors, c'est le moment, bien sûr, où vous pouvez profiter pour poser toutes vos questions. Donc, vous levez la main, par exemple, tout simplement, et je viens vous voir tout là-haut. Et des effets style monstre ou arrière-plan, c'était beaucoup plus simple en fait de les créer soi-même au niveau à budget en fait. Et du coup, je voulais savoir si vous pouviez me donner plus d'informations par rapport à ça, s'il y avait vraiment une limite, si ça dépend, enfin de quoi ça dépend en fait. Par rapport à la création d'assets de monstres, par exemple? Voilà, ou de fond, par exemple, là vous l'avez créé, la cathédrale, le château, Absolument. Vous les avez créés, et parfois ils disent c'est plus simple en fait qu'on... Non, c'était ça, c'était le camion de... Comment c'est? Transformers. Le bleu et rouge, ils l'avaient créé en vrai, et ils expliquaient que c'était... Enfin, alors que Rumblebee, ils l'ont créé que de toutes pièces en numérique. Bumblebee, le jaune. Et du coup, je voulais savoir comment ils ont fait, enfin pourquoi il y en a un qu'ils ont créé de toutes pièces informatiquement, alors que l'autre, ils vont jouer sur du réel et du faux. Alors ça, c'est la question, c'est le problème que j'ai tous les jours. C'est-à-dire que vous avez un budget et vous avez un film ou une série télé à créer. Et qu'en fonction du besoin, en fonction du scénario, vous devez prendre les bonnes décisions dès le début. Donc évidemment, si vous travaillez chez Disney, vous avez un bon budget. Donc vous pouvez prendre peut-être la décision d'aller plutôt en 3D parce que vous allez être beaucoup plus flexible. Parce qu'évidemment, c'est toujours très dur, même en tant que superviseur, de visualiser à 100% le besoin d'un réalisateur. Donc quand vous faites ça en tournage, une fois que c'est tourné, il ne se passe pas grand-chose derrière. Ou sinon, il faut tout refaire. Comme par exemple le plan avec le bateau qui s'éloigne. Évidemment, quand vous avez le scénario, c'est là que vous prenez la décision de savoir à peu près combien ça va coûter par plan. Donc on a une étape qui s'appelle le bidding. Donc vous prenez chaque plan du scénario et vous décortiquez le nombre de jours, le nombre d'artistes et le budget de chaque plan. Ce qui fait qu'à la fin, vous dites, bon, peut-être qu'au tournage, on a besoin plus de partir dans cette direction pour les problèmes budgétaires, ou peut-être que, parce que c'est très facilement scalable, on peut très facilement dupliquer les mêmes choses en 3D, c'est peut-être plus intelligent en fonction de la complexité du plan, ou du shot, ou de la séquence, ou du film, de partir plutôt sur ordinateur. Donc il y a une vraie étape préliminaire à avoir avant de démarrer n'importe quoi en 3D ou en tournage. Donc heureusement, c'est notre boulot, on a encore du boulot pour ça, c'est c'est pas automatisé, il y a besoin d'avoir quelqu'un qui regarde les choses, enfin un groupe de personnes, aussi bien CG Supervisor ou 2D Supervisor, et on regarde ensemble et on décortique et comment on va s'organiser le travail. Donc c'est un gros travail en amont. Merci. Oui. Bonsoir également. Bonsoir. C'était pour savoir principalement si vous êtes préféré directement sur les films d'animation parce que c'est plus facile, ou bien avoir des plans réels et après faire de la 3D par-dessus, qu'est-ce que vous préférez vous et ce qui est plus facile? Alors, ce qui est plus facile par rapport à des plans 3D ou des plans 2D? Si c'est plus... je suppose qu'un film d'animation, ça va être plus facile pour vous parce que vous créez tout, alors que quelque chose quelque chose qui a été filmé et après vous devez rajouter des choses par-dessus, ça doit être beaucoup plus difficile parce que vous devez prendre beaucoup d'autres choses en compte. En fait, il y a un vrai dénominateur commun entre un film VFX et un plan full 3D, parce que les logiciels sont à peu près les mêmes, nous avons à peu près les mêmes techniques, à peu près les mêmes départements. Après, c'est vraiment un choix. Est-ce qu'on préfère travailler sur du Harry Potter ou est-ce qu'on préfère travailler sur un film d'animation? C'est vraiment un choix personnel. Moi, j'ai fait le choix, quand je suis parti à Londres, j'avais un objectif qui était plutôt assez précis. J'avais un type de film sur lequel je voulais travailler. Donc je savais qu'en partant à Londres, j'allais chercher quelque chose de précis. Si mon objectif c'était de travailler sur Up, je sais pas le titre en français, le truc de Pixar, en haut, donc tout d'un coup l'objectif change. Parce que du coup ça demande un pays. Donc c'est par rapport à mon objectif final, je reverse engineering et je me dis quel est le plan d'attaque.
Mon objectif, c'est tel film. Du coup, c'est quel pays. Du coup, j'ai besoin d'avoir quelles compétences. Et du coup, c'est quelle ville. Et ça va me prendre combien de temps. Et là, tout d'un coup, j'ai un plan d'attaque. Donc c'est vraiment très personnel. Moi, demain, je préfère travailler sur du tournage avec des acteurs. Et c'est très personnel. D'accord. Merci. Je vous en prie. Ça me laisse un petit peu de temps pour la question du... Juste que je prépare. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, une question en termes de recrutement chez les gros studios comme Dineg ou NPC. Vous, quel genre de profil vous recherchez? Est-ce que quelqu'un qui a le projet de devenir par exemple superviseur, est-ce qu'il va plutôt falloir est-ce qu'il nécessite d'avoir un profil généraliste, ou alors on cherche des personnes ultra spécialisées et qui resteront spécialisées dans leur branche pendant toute leur carrière au sein du studio? Alors ça, c'est une excellente question. C'est $1 million question. Ça, c'est très très bonne question. Quand vous partez, il y a une grande différence entre la France et l'étranger. En France, on nous demande d'être des généralistes, donc des touche-à-tout. On est capable de faire du tracking, du modeling, du lighting, du compositing, vous faites un petit peu de tout. La grande appréhension de gens qui traversent la Manche ou l'Atlantique, ou même qui vont de l'autre côté, c'est d'être spécialiste, en se disant « je vais être confiné dans un département où je vais faire tout le temps la même chose ». Alors oui et non. La raison pour laquelle, c'est que je vais prendre mon cas, très simple, lighting. Si vous faites du lighting, vous faites de la lumière. Et ça veut dire que vous faites tout le temps de la lumière. Alors oui. Par contre, quand vous intégrez quelque chose qui est sous l'eau, quand vous intégrez quelque chose qui est dans l'espace et qui est immense, quand vous devez intégrer un digidouble et intégrer au pixel près les choses, c'est la même chose, mais c'est très différent. Parce que les problématiques changent, si vous voulez. Donc ça veut dire que sur chaque projet, vous faites la même chose, parce que vous êtes dans le même département, je parle à l'étranger, mais les problématiques sont très 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 différentes. Donc oui, être spécialiste, on cherche des spécialistes, absolument, et on cherche des généralistes, pour 2 raisons. Il y a des plans, on essaie de couvrir à peu près sur un film ou sur une série télé, on essaie de couvrir et de prévoir, on va dire, à 90% tous les plans. Mais il y a des plans, ça ne rentre pas dans les tableaux Excel. Il y a des plans où il faut des équipes spécialisées, généralistes et spécialistes, qui prennent le problème et, si vous voulez, essaient de le résoudre. Ça ne rentre pas dans les cases, ça ne rentre pas dans le pipeline. Et parce qu'il y a un besoin très spécifique. Donc c'est vraiment un équilibre entre tout ça. Donc il faut des spécialistes. On a besoin de spécialistes et on a besoin de généralistes. On a besoin de créatifs, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin d'artistiques, on a besoin un petit peu de tout. Donc c'est assez ouvert, mais c'est quand même très précis. Ouais, c'est un peu vague. Hein. Les généralistes, qu'est-ce qu'ils ont comme opportunité chez vous, comme opportunité de carrière? Je pense surtout, par exemple, est-ce que ça vous arrive de prendre des plus petits projets, et est-ce que vous avez dans ce cas-là une équipe qui est dédiée à ces petits projets, des gens qui savent toucher à tout justement et qui sont autonomes sur ça, ou alors est-ce que vous sous-traitez justement à des boîtes plus petites qui eux ont besoin de généralistes, ou tout simplement vous prenez pas de petits projets? Alors, oui, on ne prend pas de petits projets. Une entreprise comme Double Négative, ils sont environ, je crois, 2500 au total, et on est 1000 à Londres. Sachant qu'en ce moment, on a Pacific Rim 2, qui occupe pas mal de gens. Alors, il est vrai qu'on ne prend pas de petits projets, mais par contre, on peut se décharger de séquences ou de parties de films à d'autres entreprises. Il y a des entreprises qui sont plus petites. Donc, vous pouvez tout à fait rentrer dans une petite boîte à Londres, ou n'importe où, qui va travailler sur le même film qu'un MPC ou Dineg ou Framestore. Mais Dineg ne prendra pas un petit projet pour des raisons d'échelle. Parce qu'il va falloir... On a beaucoup de monde à occuper. Et du coup, beaucoup de gens, c'est du business, c'est beaucoup d'argent.
Il y avait une autre question? Alors, bonsoir. Je suis actuellement en seconde visuelle plurimédia et j'aimerais travailler dans le monde du cinéma et j'aimerais bien savoir dans quelle école je pourrais aller. Je pourrais aller? Oui. Ah, d'accord, c'est Oui. pour aller, c'est fini, d'accord. D'accord, d'accord. Alors, ça répond un petit peu à la question de la demoiselle. C'est très, très personnel. Là, je pense que la question, c'est comme les conseillers d'orientation. C'est-à-dire qu'on peut vous conseiller, mais ça va vraiment dépendre de votre objectif final. Parce que l'école va vous donner des outils qui vous permettent d'accéder à certains types d'entreprises, et en fonction de ça, ça va plus ou moins couvrir votre objectif final. Si, par exemple, je pense que la question est trop vague, sans vouloir... c'est-à-dire qu'il y a... Je pense que si tu me dis, par exemple, quelle est la meilleure école, c'est trop vague. Si tu me dis, je voudrais être animateur chez Pixar, là, tout d'un coup, ça te dit un département très spécifique et un type de film très spécifique. On en revient à ça. Et là, tout d'un coup, là, je peux te répondre. Ben, j'ai peut-être une idée de métier que j'aimerais faire. J'aimerais être scénariste chez Blumhouse. Alors, scénariste. Donc, ça veut dire que c'est une école qui va plutôt former à la réalisation. C'est ça. Alors, scénariste, c'est quel type de film? Horreur. D'accord. Donc, plus ou moins avec des effets spéciaux? Plus ou moins avec de la 3D? Plus ou moins avec du make-up Oui. 2D? Avec de la 3D, des effets spéciaux ou ouais, ce genre de choses. D'accord. Mais la finalité, c'est quand même de faire scénariste. Donc, est-ce que le côté ordinateur t'intéresse? Est-ce que de créer des images numériques sur ordinateur, est-ce que ça t'intéresse? Mais après, moi, j'aimerais bien travailler dans le monde du cinéma, donc un métier qui touche le cinéma. Peu importe ce que ça pourrait être. Alors là, ça va être une longue journée. Parce que, toi, je ne sais pas quoi te répondre parce que je ne comprends pas vraiment la question. Parce que je ne veux pas te désorienter par rapport à ton besoin, mais je pense que... On dit toujours que vague... c'est si tu as un objectif qui est vague, tu vas forcément avoir un résultat qui est vague. Il faut être très spécifique. Il faut vraiment avoir un objectif. Tu me dis, je veux travailler sur Harry Potter, tout d'un coup, c'est très clair. Parce que là, tu as une direction. Et ce qui compte, c'est ce vecteur qu'il faut avoir. Parce que je pense qu'il y a plusieurs écoles qui forment aux scénaristes, il y a plusieurs écoles qui forment à la 3D, mais après, il y a des écoles qui sont plus spécifiques, qui sont meilleures que d'autres par rapport à un domaine spécifique. Il y a des écoles en France qui sont très bonnes en animation, qui sont meilleures que d'autres. Il y a des écoles qui sont meilleures à la 3D, au VFX que d'autres. Il y en a qui sont meilleures à la formation de réalisateurs. Et là, on va commencer à décider une carte et à commencer à éliminer déjà ce qu'on ne veut pas, au moins, et ensuite on va pouvoir commencer à se concentrer sur ce qu'on veut. Tu vois, ce que je ne veux pas te dire, c'est l'école ABC, enfin A ou B ou C, sachant que c'est quand même quelque chose de très 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 spécifique. Donc je pense que déjà, si tu arrives à résumer en une ligne ce que tu veux faire et où est-ce que tu te vois dans 10 ans, là on va pouvoir commencer à travailler. Et vous, par exemple, quelle filière vous avez fait à RFX? Alors, Artefix, j'ai fait effets spéciaux. Moi, mon objectif, c'était, je me voyais dans un studio à Londres sur un énorme film. C'était ça mon objectif. À l'école, je voulais travailler sur Harry Potter, je voulais travailler sur Pirates des Caraïbes, je voulais travailler sur tous ces grands films. Ça, c'était mon objectif. Donc, tout d'un coup, si l'objectif final est clair, je vais pouvoir me dire, bon ben voilà, c'est simple, c'est Londres, il va falloir parler anglais, et il va falloir se spécialiser. Parce que tout d'un coup, et du coup, spécialisé, très bien, Paris, généraliste, et on prend une spécialisation. Et on travaille dessus. Quel outil? Renderman, on travaille Renderman. Et là, tout d'un coup, tout se découle, parce que l'objectif est clair. Alors,
Comme on doit clôturer, Oui, je sais, c'est pour ça que j'étais rapide. voilà, si on peut tenir la promesse de présenter, Alors, si tu peux. Je l'ai pas. Voilà. J'ai regardé, je suis désolé, je vais essayer de la télécharger, je peux te la montrer enfin, pour libérer la salle, je peux te la montrer après, s'il y a Internet. Oui, il y a Internet. Je vous remercie d'avoir assisté à la conférence. Je vous propose d'applaudir Charles. Merci beaucoup. Double négative.